Adieu et merci, ce sont là les expressions qui peuvent résumer la plupart des unes choisies par les journaux cette semaine pour évoquer la disparition de Nelson Mandela. Mutation a choisi d'afficher un grand merci au Cameroun et ailleurs. C'est pratiquement le même sentiment pour cet homme qui nous a quittés cette semaine également. Nous quittait le seigneur Rochero, artiste musicien à la dimension internationale, qui a également tiré sa révérence. Beaucoup de mauvaises nouvelles, de bonnes également autour, par exemple, la bourse du livre qui s'est tenue du côté de Yaoundé, une grande nouveauté au Cameroun, mais également beaucoup de points d'interrogation. La situation trouble du côté de la RCA à Bangui, mais également ce sommet qui s'est tenu à l'Élysée et qui réunissait plusieurs chefs d'État africains autour de François Hollande, le président français, pour discuter de la paix et de la sécurité dans le continent noir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de Canal Presse. Donc voici le menu de Ghislain Pierre-Essonneau. France, cet éternel gendarme de l'Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement des pays du continent ont répondu présent à la presque convocation de l'Élysée pour parler de la sécurité d'ici et d'ailleurs. 50 ans après les indépendances, c'est comme si le bébé africain a toujours besoin qu'on lui tienne la main pour marcher. Cela a été énoncé comme une coopération entre un grand pays et un grand continent. Mais l'indépendance passe nécessairement par l'armée et par la sécurité, sujet majeur des travaux de Paris. Paris qui sauve l'Afrique au Mali et veut le faire à Bangui. Face à la pénétration chinoise, il faut du reste reprendre du poil de la bête, parce que les opportunités d'investissement dépendent d'une stabilité et d'une paix prouvée. Alors question, pourquoi l'Afrique va à Paris pour résoudre ses problèmes de famille? L'ingénierie et l'armement commandent-ils ce type de sommet? À quand le début de la fin de la France-Afrique? Enfin, le sommet de Paris est-il un nouveau commencement? Gouvernance, la corruption se porte toujours bien au Cameroun. Selon Transparency International, Yaoundé n'a fait aucun effort de 2012 à 2013. L'indice de perception signale le statu quo, 34e au classement mondial des pays les plus corrompus. À l'ONG américaine, on oppose éternellement l'absence d'une démarche scientifique et populaire. À côté, ceux qui ne se surprennent pas quant à la donne, ceux-là disent qu'il y a toujours, hélas, pas de loi anticorruption au Cameroun et qu'il y a surtout des multiplications des instruments de lutte contre le fléau. Tenez, le programme Choc, le programme de bonne gouvernance, les cellules ministérielles de lutte, la NIF, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État, la Chambre de comptes, alors que la Convention de Mérida est toujours sans objet. Par ailleurs, l'opération Épervier peine à faire rentrer de l'argent dans le trésor public camerounais, malgré les sommes dépensées pour. Des questions persistent donc sur le caractère un peu discriminatoire et discrétionnaire des arrestations des voleurs à col blanc. Le moment appelle donc des incrustations dans le secteur des primes de recherche universitaires, dans celui des députés, dont certains arpentent les couloirs ministériels à la recherche des marchés publics, alors qu'ils sont censés exercer le grand contrôle sur l'action gouvernementale. Ce programme vous est proposé en direct et simultanément sur Canal International, sur la radio 8 FM et sur la toile à l'adresse internet www.canaldointernational.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau. Rendez-vous dimanche prochain. On a parlé tout à l'heure à l'entame de la bourse livre. Il s'agissait effectivement, ou plutôt du salon du livre. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on a parlé de la bourse du livre. Il y a une sorte de contamination sur ce plateau. Mais pour parler du salon du livre, on reçoit Gaston Kelman, qui est un écrivain mondialement connu. Gaston, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors, le ministre de la Culture et des Arts a cité votre nom parmi les grands auteurs camerounais à l'ouverture du salon du livre à Yaoundé. C'était un grand moment de reconnaissance. Non, en fait, pas pour moi. C'était déjà... Moi, je suis qu'une modeste entité dans notre pays et puis ailleurs. Mais en fait, le salon du livre, c'est le débouché de toute action d'écriture. C'est-à-dire, on commence par l'auteur, les éditeurs et toute la ligne du livre. Et à partir du moment où vous êtes capable d'en présenter plusieurs,
On peut donc faire un salon. Et je pense vraiment que la preuve a été magistrale à Yaoundé que je veux dire, le rayonnement des écrivains africains, camerounais, pardon, déjà, Lianora Miyane, comme par hasard, elle a été lauréate du Femina, et c'est à ce moment-là qu'il y a un salon du livre. Puis nous attendions une adhésion, nous espérions une adhésion, nous avons eu droit à un raz-de-marée et on ne peut que s'en féliciter. Et on pourrait dire que le livre se porte bien au Cameroun? Je pense que le livre se porte très très bien. Il y a une certaine sinistrose, elle est très très locale, hein. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. Et le livre a montré majestueusement à quel point il se portait bien. Imaginez, quand moi j'étais jeune dans ce pays, il y avait une maison d'édition qui s'appelait Clé, qui n'était même pas une maison d'édition camerounaise. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine, je crois une cinquantaine d'ailleurs de maisons d'édition, dont certaines se portent assez bien. Évidemment, il y a à boire et à manger, hein. Mais vraiment, aujourd'hui, on sent l'engouement qu'il y a dans la jeunesse pour l'affaire du livre. On sent une volonté de s'approprier cet outil qui est tout simplement unique dans la possibilité de développement. Est-ce qu'on peut oser parler des contenus des livres camerounais? Oui, bon, on peut oser, on peut tout oser. J'ai dit qu'il y avait à boire et à manger. Et c'est là que les éditeurs sont encore très très fragiles. C'est que parfois, il y en a qui sont vraiment tout juste des petits commerçants, quoi. C'est-à-dire, vous apportez ce que vous voulez, vous le payez, vous le publiez. Et évidemment, il y a aussi quand même des livres de très très bonne tenue, que ce soit dans le dessin, dans la bande dessinée, que ce soit dans la poésie et beaucoup certainement dans l'essai. Et je pense que la profusion de l'essai est une preuve flagrante, peut-être même là où il y a le plus de succès, que les gens ont envie de réfléchir à leur avenir. Merci Gaston Kelman d'avoir accepté notre invitation, même si certains Camerounais vous annonçaient un poste ministériel en France. Mais j'attends toujours. Peut-être bientôt. J'ai commencé par un cabinet, peut-être que je ferai ça autre chose. Très bien, on reçoit Maître Fidèle Djoubessi, avocat au barreau du Cameroun, cadre du MRC, homme politique donc, avocat et homme politique. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus sur ce plateau pour discuter de l'actualité et des choses qui concernent notre pays. Très bien. Parmi ces choses qui concernent notre pays, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde qui s'est tenu cette semaine au Brésil. Le Cameroun se retrouve dans le groupe A avec justement le pays organisateur, le Brésil, avec le Mexique et la Croatie. Le Cameroun, les Lions indomptables peuvent s'en sortir? Oui, c'est une poule qui paraît très difficile avec le Brésil qui joue à domicile, le Mexique qui est un grand pays de football aussi, et la Croatie qui n'est pas une petite équipe, parce que la Croatie, on a remarqué que c'est une équipe qui est montée en puissance, et nous nous trouvons dans une poule difficile, mais qui n'est pas insurmontable. Alors comment surmonter ce groupe, les Lions aujourd'hui? C'est sur la préparation, c'est sur les choix, c'est sur quoi? Oui, c'est surtout sur la préparation. Il faut la préparation psychologique surtout. Donc, il faut le mental. Il faut que nous retrouvions le mental de 1990 pour que en 2014, en juin 2014, nous puissions donner une bonne prestation. Parce que les Lions, lorsqu'ils ont l'esprit de vainqueur, comme nous l'avons vu récemment face à la Tunisie, ils sont capables de surmonter et ils sont capables de renverser même les montagnes. Alors, on nous dit aujourd'hui que si on a battu l'Argentine en 90, on peut aussi battre le Brésil en 2014. C'est possible. C'est possible. Comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Il faut commencer la préparation tôt. Il faut commencer la préparation et il faut qu'il y ait un encadrement. Un encadrement propice à la victoire, propice pour un encadrement favorable à gagner. Et qu'au sein de l'équipe, qu'on puisse rétablir l'harmonie. Je pense que si l'harmonie revient comme elle est revenue avec la Tunisie, si cette harmonie reste, nous pourrons conquérir. On reçoit sur le plateau de Canal Presse ce dimanche François Mbalam Congo, qui est journaliste, juriste et qui maîtrise les questions de droit. On l'a souvent vu sur les antennes de la télévision nationale et même écouté sur les ondes de la radio nationale également. François, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Jean-Jacques et je voudrais dire bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui vous regardent à travers le Cameroun et même hors du Cameroun. En faisant le casting, le choix des invités de cette émission, on a beaucoup regardé la presse. D'ailleurs, la revue de presse viendra tout à l'heure. On a vu qu'il y a des titres qui nous font penser à votre mémoire de fin d'études qui parlait des commentaires tendancieux. Le cas pratique au Cameroun, beaucoup cité par les enseignants, c'est l'affaire Etoundi Oyono,
la presse parle beaucoup et du coup, on se souvient de votre travail. Est-ce qu'on est en train d'aller vers ces commentaires tendancieux? Merci beaucoup, Jean-Jacques, de me recevoir à travers ce sujet. Effectivement, sans fausse modestie, j'ai travaillé effectivement dans le cadre de mes travaux de fin d'études. C'était en 1992 sur les commentaires tendancieux. Il s'agit de l'article 169 du Code pénal. Je me réjouis de la présence d'un avocat à mes côtés qui récrimine les comptes rendus d'audience rendus de manière à influencer l'opinion d'autrui, même involontairement, pour ou contre l'une des parties. Ça veut dire que chaque fois que vous rendez compte d'une procédure judiciaire en cours et que vous le faites de manière à influencer l'opinion pour une partie ou contre une autre, vous tombez sur le coup de l'article 169. Et c'est ce que nous observons beaucoup ces derniers temps. Et je suivais avec un certain sourire les récriminations de la presse au sujet des sanctions du CNC. Je crois que si cette structure faisait vraiment ce travail, on n'arrêterait plus. Alors, vous parlez de l'affaire Etundo Yono, effectivement, qui nous a livré un chef-d'œuvre. Tenez, lorsqu'un journal titre, par exemple, affaire Etundo Yono, pleurer pour lui. Voilà le titre d'un journal. Vous dites qu'il est déjà condamné. Etundo Yono, au bord de Kondengi, aux portes de Kondengi. Plaidoirie, affaire Etundo Yono s'enfonce. Il s'agit là, bel et bien, de verdicts rendus contre une partie qui n'est encore que poursuivie. Et je crois, en réalité, même c'est le ministère public qui devrait même s'élever contre cette façon de faire le journalisme. Alors, c'est interdit et le maître est là à côté, peut le dire. Il y a la linéa 3 qui établit des circonstances aggravantes lorsque ces commentaires tendancieux sont faits par voie de presse ou par voie de radio. Ça veut dire que chaque fois que vous rendez les verdicts avant le verdict, c'est-à-dire vous incitez, vous inclinez à la condamnation, il s'agit même contre le tribunal, contre la juridiction. Si vous commentez une décision de justice qui n'est pas encore définitive, pour ou contre le tribunal, encore moins contre ou pour l'une des parties poursuivantes ou poursuivies, vous tombez sous le coup de l'article 169 du Code pénal qui parle justement des commentaires tendancieux. Et ça, c'est sur le plan professionnel, sur le plan du droit. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui parle que ces fautes sont commises à dessein. On voit peut-être derrière des mains cachées. On n'hésite pas à le dire, qu'effectivement, lorsque un journaliste écrit affaire, parce que vous avez parlé de l'affaire Etundo Yono, il y a beaucoup d'autres affaires comme ça. Il y a d'autres affaires, il y en a. Et on dit pleurer pour lui. Moi, je voudrais être un peu moins accusateur pour dire qu'il y a les deux. Il y a d'une part peut-être une main cachée, une intention de nuire, mais il y a aussi l'ignorance et la méconnaissance des préceptes professionnels. Je crois qu'il est temps, et je me réjouis qu'il y ait des leaders d'opinion ici, des écrivains, d'autres que je vois là, de dénoncer cela. Parce qu'on a beau dire, ce sont les avatars de la pratique professionnelle du journalisme au Cameroun, mais je crois qu'il faut le dénoncer. S'il s'agit d'une méconnaissance, il faut que les gens aillent à l'école. Il y a des techniques pour pratiquer la chronique judiciaire, pour rendre compte des audiences. Parce que figurez-vous, les audiences sont publiques et le premier représentant du public dans les salles d'audience, c'est la presse. Donc, il y a lieu de permettre à la presse de rendre compte des audiences, mais il y a les règles pour cela. D'autre part, on en vient donc à soupçonner des mains cachées lorsque, manifestement, vous vous rendez compte que le compte rendu qui est fait est tronqué. Il ne s'agit pas d'un compte rendu d'audience, mais d'un récital d'opinion, d'état d'âme, de jugement, de valeur, d'inclinaison qui tendent même à rallier l'opinion ou je ne sais pas où les juridictions pour ou contre l'une des parties à la procédure. Je me demande même comment les tribunaux font pour rendre justice sereinement face à ce foisonnement des médias qui sèment la graine qui perturbe la sérénité. En tout cas, François Malam, on va observer la revue de presse tout à l'heure. S'il y a un cas pratique, on s'arrêtera une minute. Le temps de préciser que l'affaire Etundo Yono, justement, est mise en délibéré. C'est pour le 17 décembre, c'est ça? Oui, effectivement. Et voilà encore une affaire mise en délibéré où les juges ont besoin de toute la sérénité pour examiner les faits et le droit, rendre cette justice au nom du peuple camerounais. Et lorsque la presse fixe un décor comme celui-là,
ça amène les gens à penser effectivement qu'il y a une préméditation, une précondamnation, un préjugement, une main derrière, comme vous l'avez dit. Les juges ont besoin de calme et de la sérénité pour statuer sur leur délibéré et rendre une décision en fait et en droit, comme on le dit. Alors, on a parlé de la bourse du livre tout à l'heure et j'annonçais qu'il y avait une sorte de contamination. Le mot est peut-être fort, mais c'est pour recevoir Ferdinand Nana Payon, qui est le promoteur de la bourse du livre. Ferdinand, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Alors, le sujet d'entrée, c'était le salon du livre. Ah, d'accord. C'était le salon du livre. Premièrement, votre présence là-bas quand même a fait jaser du côté de Yaoundé. On va quand même le dire ici. Votre stand était logé pratiquement sur le trottoir. Oui, bon. C'est un choix ou c'est un incident ou un accident? C'est un incident qui était très préparé, mais ça n'enlève rien à tout ce que Gaston a dit du salon. Je pense que l'initiative de Madame le ministre est à saluer. Je voudrais pouvoir le saluer une fois de plus. Il y a eu des dysfonctionnements, j'allais dire un peu d'amateurisme de la part de certains responsables du ministère des Arts et de la Culture. Et j'ai rencontré Madame le ministre pour lui exprimer j'allais dire ma colère. Et elle a eu une attitude d'une dame de très grande valeur. Je lui ai promis que pour moi c'était clos. Elle a, et ce n'est pas au niveau du ministre de le faire, elle a fait le tour du salon pour trouver un endroit pour que je puisse y loger un stand. Parce qu'elle se souvient qu'il y a à peu près 22 ans, votre humble serviteur a lancé le principe de la bourse du livre à l'échelle nationale. Je pense que ça a créé des milliers d'emplois et ça a permis, je l'espère en tout cas, à beaucoup de jeunes de pouvoir aller à l'école. Et donc, ça n'autorise pas un responsable, que ce soit même un directeur, comme c'est le cas de ce ministère, de me priver de stand, qui plus est, alors que je suis membre du comité d'organisation. Je voudrais vraiment dire que les responsables politiques ont leur rôle à jouer, mais il est bon qu'ils soient un peu les sentinelles de leur maison. Et si Madame le ministre n'était pas là aux aurores pour voir si tout allait bien, elle ne se serait pas rendue compte de cela. Et j'ai prié tous vos collègues de la presse de ne pas en parler. C'est vrai, j'étais au trottoir. J'ai commencé le livre au trottoir quand j'étais tout gamin. Et bon, c'était une page que j'avais tournée. L'ironie de l'histoire. Et comme le livre ne se ferme jamais, ce sera une autre. Mais c'était quelque chose de merveilleux. Et je voudrais pouvoir redire comme Gaston que c'est une très belle initiative. C'est dommage que la prochaine ne vienne qu'en 2015. Nous aurions aimé que ce soit une initiative annuelle. Très bien. Ce qui est annoncé, ce sont les actes des universités des médias et de la communication, organisés au mois d'août dernier du côté de Yaoundé. On annonce justement ces actes-là sur support papier et compact disque. Ferdinand Nana Payon, permettez-moi de vous poser la question. C'est quoi l'intérêt d'éditer ces actes-là? C'est le business? Écoutez, Jean-Jacques, Gaston ici ne va pas me démentir, et personne ici sur ce plateau, et peut-être même parmi tous vos téléspectateurs. Le livre est l'un des produits marchands le plus vieux du monde. Je pense qu'il est même plus vieux que la prostitution. Le livre est le support grâce auquel chacun de nous a obtenu une place dans la société. C'est-à-dire que même celui qui n'est pas allé à l'école, lorsqu'il va chercher sa carte d'identité ou bien lorsqu'il va voir si son nom est inscrit sur la liste électorale, il doit reconnaître son nom. Mais malheureusement, le livre est le support le moins bien vendu. Et chez nous, quand quelqu'un prend la parole en public, il dit comme disaient nos anciens, nos grands-parents, parce que on évoque toujours la transmission orale. Et c'est les latins, dans l'époque antique, qui disaient que les paroles s'envolaient et que les écrits demeuraient. Et alors nous avons pensé que réunir autour d'un forum à peu près une dizaine d'intervenants pour parler du journalisme, des médias, de la politique, des organisations, c'était une très bonne chose. Et lorsque nous avons vécu ces joutes vraiment enchaînées qu'il y a eu, on s'est dit, mais ce serait dommage, parce que nous avons pris les dispositions techniques pour avoir le script, pour avoir l'enregistrement de cela et de le transcrire. On s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas le mettre sur support papier et pour ceux qui n'aiment pas lire, sur support audio. Et la particularité dans les actes, c'est que ça ne peut pas s'écrire comme un livre.
parce qu'il y a à peu près une cinquantaine de révélations sur à peu près 200 pages. Et je voudrais, si vous permettez, en 10 secondes, vous lire un extrait qui fait qu'on est obligé de se reporter soit pour des citations pour vérifier leur réalité, ou alors vers des individus qui ont été cités et qui malheureusement n'étaient pas là. Je vais vous lire par exemple dans une des pages où Monsieur le ministre Dakole Daïsala était présent avec d'autres débatteurs, et il a dit, parlant des villes mortes dans le nord, à l'époque, il a dit « Moi, j'étais déjà rentré à Yaoundé lorsque mes gens m'ont téléphoné pour me dire, il a ouvert les guillemets, s'il te plaît, essaye d'avoir Bello ou Chiroma, Issa Chiroma. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la nuit ?» a-t-il dit. Mon correspondant me répond, ils ont donné l'ordre d'aller violer les filles des mécréants au lycée de Garoua. Et s'ils mettent ça en pratique, eh bien, ce serait très grave. On va brûler Garoua. Ça, c'est M. Dakole Daïsala qui le dit lors d'un forum. Et moi qui animais, je dis, mais c'est des accusations graves. Il dit, j'ai les preuves, et puis ceux qui se sentent concernés peuvent... Anissé Ekane, par exemple, déclare que lorsqu'il arrive à la BMM le 19 février 1990 en prison, et puis Albert Moukon le suit, il y avait Ekwe, Yondo Black et tout, Albert Moukon arrive et lui dit, j'ai laissé les statuts du SDF à un libraire qui s'appelle Ndifrou, qui est un idiot et un escroc. Alors, quand on entend ce genre de choses et que les gens racontent comment les choses se sont passées la veille de la tripartite, les trahisons, les batailles, les coups fourrés qu'il y a eu entre les hommes politiques, je me dis, mettre tout ça sur papier et sur support écrit et éventuellement sur vidéo, parce que nous avons également des images. En tout cas, c'est bientôt. On aura... Donc, nous voulons qu'il y ait des réactions de ceux qui ont été cités, parce que nous allons leur envoyer les coupures pour qu'ils disent leur version des faits et nous allons les publier. Et je voudrais profiter pour dire merci à Gaston Kelman qui a accepté, et c'est ça aussi l'avantage du salon, de faire voilà, la préface de cet ouvrage-là. Voilà qui est dit. On reçoit le docteur Mamoudou Bouba qui est enseignant. Il est historien et internationaliste à l'université de Douala. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Alors, l'Afrique a été pratiquement bouleversée par l'annonce de la disparition de Nelson Mandela, internationaliste que vous êtes, historien également. C'est un monument de l'histoire africaine. Bien entendu. Vous savez, Nelson Mandela est une très grande figure de l'histoire contemporaine. Et je pense que c'est l'une des icônes les plus illustres des 20e et 21e siècles. Et c'est un modèle. Je crois que sa disparition devrait amener les dirigeants et tous les Africains à voir en ce temps d'une très grande épaisseur une source d'inspiration. Parce que voyez-vous, citoyen du monde, Nelson Mandela, à mon sens, devrait servir de repère aujourd'hui à l'Afrique en mal de modèle. Parce que Nelson Mandela est non seulement l'incarnation de la liberté, de la démocratie, de l'espoir que l'Afrique a vraiment besoin aujourd'hui. Merci, docteur. On va s'arrêter un instant. C'est l'instant de la revue de presse de Harley Debouandibé. Hommage de mutation à Nelson Mandela, la une est unique au lendemain du décès du héros, un homme planétaire à qui le journal a consacré 4 pages en or à travers reportages, analyses et témoignages. La nouvelle du décès de Mandela a trouvé Paul Biya à Paris. Il y est pour prendre part au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Rendez-vous décisif à l'initiative du président français pour définir les formes d'une coopération efficace pour prévenir et gérer les conflits en Afrique et lutter contre le terrorisme. Dans une année selon de Sparks, qui aura été marquée par un engagement conjoint très important des forces africaines et françaises au Mali en parfaite cohérence avec les décisions de l'Union africaine. Une bataille sur plusieurs fronts, dit Cameroun Tribune, lutte contre le braconnage, crise centrafricaine, infiltration des rebelles anti-camerounaises. À propos des rebelles, justement, le jour rapporte que la secte Boko Haram envoie des lettres d'intimidation au gouvernement camerounais en langue arabe. Pour le jour, les mesures de sécurité ont été renforcées dans ce département de la région de l'Est. Et malgré ces mesures de sécurité, les hors-la-loi dit le soir changent leur mode opératoire. De l'Est au Sud, l'intégration fait état de ce violent accrochage entre Camerounais et l'armée gabonaise au nord de Mikebe au Gabon. Rix qui s'est soldé par la mort d'un individu et 34 arrestations.
Nous voici à l'Assemblée nationale où la nouvelle expression parle d'une grogne en préparation. Au centre de ce mouvement de colère, le détournement en 2012 des véhicules destinés aux membres du bureau, au président et vice-président de la commission des finances. Des voix s'élèvent pour parler du président de l'Assemblée nationale comme un adepte du népotisme. En mutation, un ancien membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale révèle que 64 personnes ont été placées dans la haute administration. La proximité des mises en cause avec l'OPAN suscite l'indignation au sein de l'opinion. En quoi le messager, une lettre de dénonciation a d'ores déjà été servie à la CONAC, à la NIF, à la DGRE et à la primature. À la primature où des questions se posent justement sur les annonces du PM en rapport avec la présentation du récent programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. Aura plus de se demander si ce n'était pas son dernier passage devant les députés. De leur côté, les sénateurs sont sans salaire, rapporte Mutation, que les avances insignifiantes ont été payées à une certaine minorité de ce côté. Entre-temps, Paul Biya prépare son gouvernement, constate le jour, qui dit quand même que depuis 1992, environ 2 mois après une élection présidentielle ou législative, le chef de l'État modifie l'équipe gouvernementale. Pied de une du même journal et cette interrogation pourquoi le carburant se fait rare. Diapason relate que cette pénurie survient au lendemain de la mission du FMI qui demande à corps et à cri la levée de la suspension sur les produits pétroliers. Cette pénurie n'est pas un fait du hasard. Le messager indexe d'ailleurs l'État et la SCDP comme responsables de cette pénurie. Une pénurie qui s'étend jusqu'aux antirétroviraux et du coup, selon Cameroun Tribune, la prise en charge du sida suscite des interrogations. Interrogations également dans la lutte contre la corruption. Le Cameroun marque le pas sur place. 144e rang mondial, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International publié cette semaine. Et avec ce genre d'informations à repère, difficile de changer de position. Sur la société camerounaise de tabac, notre confrère rapporte que la commission de liquidation a cédé à vil prix à la SNI, à Freeland First Bank et autres hautes personnalités les actifs de la défunte SCT. La colère des frères de Paul Biya, les Yezoum, selon le messager, l'accuse de discrimination. Le chef de l'État ne nomme que ses beaux-frères de la Haute-Sanaga au détriment de ses frères de l'arrondissement de Lembe-Yezoum, sa terre natale, où la pauvreté rampante se porte plutôt bien. Une mesure de sécurité décidée par l'autorité aéronautique ferme l'aéroport de Simalène au trafic aérien. C'est écrit au quotidien Le Jour. Et puis, football, dans une correspondance adressée au chef de l'État, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football demande la prorogation du mandat de son équipe. La mission de cette instance de transition est censée s'achever en mars 2014. À dimanche. Dimanche prochain, Arlé Debo en début. On ouvre maintenant la première partie du débat ce dimanche qui est consacré à ce sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Docteur Mamoudou, beaucoup de chefs d'État africains, on parle pratiquement de 53 chefs d'État, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement rassemblés autour de François Hollande en France pour parler de paix et de sécurité en Afrique. Est-ce que vous avez compris l'opportunité de cette rencontre? Oui, bien sûr. Vous savez, depuis la chute du mur de Berlin, il y a une espèce de recomposition de la société internationale aux dépens de la France. Et pour le cas précis du sommet France-Afrique, il faut comprendre qu'avec l'émergence de la Chine sur le sol africain, la France perd des parts de marché assez importantes d'année en année. Vous savez, depuis 10 ans, la France a perdu pratiquement la moitié de ses parts de marché au profit de la Chine. Et cette situation inquiète au plus haut point, au plus haut sommet, les autorités françaises qui veulent, à travers ce sommet, profiter de la crise qui sévit en Afrique pour essayer de renverser la tendance. Donc, si après jusqu'à 1989, on parlait de guerre froide, qui a une essence idéologique, aujourd'hui on parle beaucoup plus de guerre froide, de nouvelle guerre froide, qui cette fois-ci elle est commerciale et économique. Alors pour être plus clair, le sommet porte justement sur la paix et la sécurité, mais vous pensez que ce n'est qu'un prétexte? Bien entendu. Vous savez, au-delà de la dimension sécuritaire, le chef d'État français et ses autres Africains ont également abordé des questions économiques. Et la France a pris l'engagement de doubler ça comme résolution. Et désormais, ces relations avec la France, c'est-à-dire de l'aide, des échanges. Elle va essayer donc de voir comment est-ce qu'elle pourrait rattraper la Chine.
Et sur les 54 pays que compte l'Afrique, vous savez, 38 ont des relations économiques très poussées avec la Chine, qui dame le pion à la France. Et Paris n'a que ses yeux pour pleurer. Alors, et elle veut revoir cette situation. Gaston Kelman, la paix et la sécurité autour de François Hollande, pour le président africain, est-ce que vous êtes d'accord avec Dr Mamoudou qu'il s'agissait pratiquement d'un prétexte, les vraies raisons étant économiques? Oui, bien entendu, je pense que les vraies raisons sont économiques, mais personnellement, ce n'est pas cet aspect qui m'intéresse dans cette affaire. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est, le postulat que je défends, que l'Afrique n'existe pas. Que si la capitale de l'Afrique reste encore Paris, c'est que l'Afrique n'existe pas. Et c'est tout à fait logique que l'Afrique n'existe pas, parce que nous sommes à peu près en Afrique aujourd'hui, et sans pessimisme, hein, vraiment avec beaucoup d'optimisme d'ailleurs, nous sommes au niveau à peu près du Moyen-Âge européen. On ne voyait pas du tout l'Angleterre aller se battre pour l'Allemagne ou l'Allemagne se battre pour la France. Nous sommes dans une période de renaissance des nations africaines. L'Afrique n'existe même pas. Dans un de mes livres, la première phrase était « L'Afrique n'existe pas » et c'est pour cela que je crois en elle. Allez, 50 ans après les indépendances, non, mais 50 vous pensez qu'il n'y a rien qui est fait? 500 ans après la Renaissance européenne, c'est là que l'Europe naissait. Il y a encore 60 ans, la France et l'Allemagne, tel ou tel autre pays, et même c'est pas fini, les Balkans, il n'y a pas très longtemps de cela, ils ont accepté à un moment donné de regarder. Nous, en 50 ans, on a fait un travail extraordinaire, mais c'est vraiment encore très très jeune pour qu'on puisse penser au fantasme que certains de mes amis, professent tout le temps de panafricanisme. Ça n'existe pas du tout. Le Cameroun aujourd'hui doit déjà se construire, chaque nation essaye de se construire, et dites-moi un peu en quel élément l'Afrique a jamais réussi à construire une entente. Et moi, ce n'est pas un reproche. Autant, mais je voudrais justement qu'on réfléchisse pour comprendre clairement que nous ne devons pas parler aujourd'hui de panafricanisme. Parce qu'aussi longtemps qu'on perd le temps à se décanter le panafricanisme, oh mon frère, et le Camerounais ne peut pas aller au Gabon, le Congolais ne peut pas aller en Centrafrique. Aussi longtemps qu'on perd le temps à décanter, on ne prend pas le temps à réfléchir. On arrête de décanter, que nous travaillions, nous les Camerounais, parce que c'est pour ça qu'on s'est battu quand même, la nation camerounaise, qu'on essaie de la conforter, de la construire. Et bon, pendant ce temps, c'est vrai que c'est les puissances internationales. Oui, Gaston, c'est quand même un sommet, François, qui s'est fondé sur quelques paradoxes. François Hollande dit vraiment, nous, on ne veut plus que vous n'êtes pas considérés comme des éternels assistés, mais en même temps, on se rend compte que l'assistance semble être très poussée. Gaston dit qu'on n'est pas obligé de le croire, François. Moi, je voudrais aborder cette question avec moins de complexe. J'ai entendu l'internationaliste parler de l'accroissement de l'aide française à l'Afrique. Kelman a parlé de renaissance, j'ai dit tant mieux. Si la France en arrive à comprendre qu'il y a de la compétition et revisite ces modes de coopération avec le continent africain, et vous connaissez toutes les critiques qui ont lieu en France relativement au précaré, c'est déjà à l'intérieur de la France. Et quoi qu'on dise, il y a un sursaut africain dans la revisitation, le réaménagement des formes de coopération. C'est peut-être lent à percevoir. Moi, je me dis tant mieux. Si cette France en arrive à comprendre que ça ne va plus se passer comme avant, ça a beau être lent, moi je me dis tant mieux si c'est un sursaut. Et lorsqu'on dit que ce sommet n'était pas que pour la paix et la sécurité, qu'il y a des enjeux économiques, tant mieux si la France en arrive à le comprendre, à nous maintenant de capitaliser. Peut-être que c'est la procédure, peut-être que c'est la procédure qui devrait gêner, déplacer tous ces chefs d'État. Il y a eu un sommet à TICAD au Japon, il y en a eu à Malabo, la revue de presse en a parlé. Pourquoi se complexer? Il y en a eu à Yaoundé, il y a des sommets. Moi je me dis, ça dépend de ce que les chefs d'État africains mettent dans les discussions. Que ça se passe à Paris, il y a eu un sommet en Afrique, au Japon avec les pays africains, ça peut se passer n'importe où. N'ayons pas honte d'avoir des amis, d'avoir des grands amis comme la France. Tout est question maintenant d'être nous-mêmes face à cet interlocuteur, d'y retirer tout ce que nous pouvons retirer, d'être décomplexés et puis de profiter de ces enjeux, de cette compétition internationale pour amener un peu la France à des meilleures proportions et puis nous de tirer les plus grands avantages. Vous pouvez réagir, docteur, mais j'ai eu l'impression tout à l'heure, maître Fidèle, que vous étiez d'accord lorsque François parlait d'amis, de grands amis. La France s'est positionnée comme amie au cours de ce sommet? Oui, moi je pense que lorsqu'on est menacé, lorsqu'on est en situation difficile, on fait appel au secours. Et si on a des grands amis qui peuvent aider, on ne peut pas hésiter de leur faire appel. Et je dirais que
Vous considérez que l'Afrique est en difficulté pour ce qui est de la paix et la sécurité, par exemple? Il y a difficulté. La réalité est là. La réalité est implacable. Aujourd'hui, il y a des phénomènes qui dépassent les États africains. Le phénomène du terrorisme, le phénomène de conflits interreligieux. C'est le petit Africain dépassé qui est parti voir le grand maître français? Non. C'est un peu ça la caricature? Non, c'est pas ça la caricature. Nous sommes des États souverains qui ont la plénitude de compétences et nous devrions normalement même nous autodéfendre. Mais le problème, c'est que nous n'en avons pas les moyens, du moins pour le moment. Mais nous pourrons avoir les moyens. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Gaston qu'il faut construire. Parce qu'il y a eu une phase de construction même de l'État. Pendant 50 ans, comme Gaston a dit, nous avons construit l'État, l'État existe. Mais aujourd'hui, l'État fait face à des nouveaux groupes qui sont suffisamment armés et qui parfois sont même plus armés que l'État lui-même. Quand on voit les groupes de Al-Qaïda ou bien les groupes de MLA au Mali, qui, avant que l'intervention n'arrive au Mali, l'État malien était incapable de contenir. Moi, je veux rester sur cette image-là. Je voudrais ajouter que ce n'est pas, ça dit le sommet France-Afrique qui s'est tenu hier, qui s'est terminé hier. Il préfère parler du sommet de l'Élysée pour qu'on oublie un peu le d'accord, le sommet de l'Élysée. Donc, ce sommet, pour moi, ce n'est pas un prétexte. Moi, je dirais plutôt que c'est une opportunité. Je suis d'accord avec François, c'est une opportunité pour la France de se repositionner. Parce que la France, comme Dr Mamadou a dit tout à l'heure, est dévancée par les autres, pays qui viennent en Afrique pour la conquête économique. Et François Hollande a relevé. François Hollande a bien relevé dans son discours hier et même dans l'interview qu'il a accordée à certaines chaînes de télévision et radio RFI. Il a dit que aujourd'hui, la France a perdu des parts de marché en Afrique. Alors, donc, c'est une opportunité, c'est une occasion pour la France de se repositionner et de reconquérir. Et c'est tant mieux pour nous parce que ça nous donne l'occasion de renégocier nos relations. Ferdinand Nalapayon, cette sorte de palabre africaine, la palabre qui s'est tenue à l'Élysée, on dit que la France veut revoir, veut renégocier, veut se repositionner, mais il y a une question fondamentale, la paix, la sécurité. Ce n'est pas, j'allais dire, la France n'est-elle pas en train de profiter des situations, je ne sais pas qui les cause, mais la situation actuelle africaine? Oui, mais je ne pense pas que derrière ça, il y a nécessairement une volonté de récupérer des parts de marché. Parce que les interventions françaises en Afrique ne datent pas d'aujourd'hui. Sauf que quand il y a problème, on ne peut même pas avoir accès au marché. Mais au moins, on a invité les chefs d'État africains à Paris. Ça aurait pu être, le prochain sera au Mali. Ça aurait pu être partout pour qu'on échange. Regardez, je pense que la circonspection dans la posture de la France revient à 1994, après, si ma mémoire ne me trompe pas, après le Rwanda avec les 800 000 morts. Depuis cette époque-là, la France hésite lorsqu'elle doit agir. C'est pour ça qu'elle sollicite par exemple les Nations Unies ou bien l'Europe. Et si l'Afrique aujourd'hui avait atteint un certain niveau, eh bien la France ne serait pas obligée de précipiter sa descente, par exemple, au Mali, où il y avait quand même, on ne peut pas dire qu'il y a des grands intérêts économiques au Mali, il y avait des risques de djihadisme, des risques de terrorisme, des poches qu'il fallait aller détruire au Mali. Si on attendait que ce soit les forces africaines qui aillent, eh bien, on serait arrivé alors que ces gens-là seraient déjà à Bamako et se seraient installés. En Centrafrique, c'est vrai que le centrafricain est riche. Il y a longtemps qu'on dit qu'il est riche, mais jusqu'ici, il n'a profité qu'à des sentiers. Du moins pour ceux qui est visible. Ils sont hors du processus de Kimberley ou bien de tout ce qui peut être transparent. Eh bien, imaginez un instant, M. Jean-Jacques Zé, que les enfants que vous voyez, la femme qui est au call box ici à l'entrée de Canal 2, ou bien le chauffeur de taxi qui vient souvent déposer vos collègues, imaginez qu'on vous dise que hier dans la nuit, on est allé égorger ces familles-là et que la rue ici à Bonapriso
était couverte de cadavres et les gens venaient couvrir leur nez, soulever les linceuls pour voir si les leurs n'y étaient pas. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Bangui, où il y a 400 morts en 2 jours. Alors, ça veut dire que vous comprenez l'intervention de la France. Mais plus vous que comprendre. comprenez. Mais c'est un soulagement. Est-ce que c'est une excuse pour les États africains, Dr Maboudou? Est-ce que c'est une excuse? L'Afrique peut s'organiser, l'Afrique devrait s'organiser. Pourquoi est-ce qu'elle attend? Voilà, justement, l'Afrique doit s'organiser. Vous savez, l'Afrique reste l'un des continents les plus belligènes et c'est peut-être le seul continent qui n'arrive pas à assurer sa propre défense et sa sécurité. Donc, je vais dire à mon voisin Nana Payon, qu'à côté des enjeux économiques, effectivement, il y a des enjeux sécuritaires. Vous le savez très bien, l'Afrique aujourd'hui est ce continent qui cumule des crises et des conflits qui dépassent l'entendement. En intervenant, en convoquant ce sommet, la France, par exemple, va essayer donc d'amener les Africains. Et ça, c'est l'une des résolutions fortes de ce sommet, que l'Afrique va désormais disposer, d'ici 2015, d'une force d'intervention. Et la France prend sur elle de former 20 000 soldats africains par an et essayer d'engager un lobbying auprès de ses partenaires européens afin qu'il y ait des financements. Donc, est-ce que ce ne sont pas des beaux discours quand même? L'Afrique a lancé le chantier de la force africaine en attente, et ainsi de suite. Maintenant, on est en train d'annoncer la force d'intervention rapide. Oui. Est-ce que le processus n'est pas quand même lent? Oui, le processus était lent, mais au moins cette fois-ci, on a eu quand même le courage de changer de fusil d'épaule. Des propositions assez concrètes. Là, on opposition de la France, parce qu'il est par exemple dit que les États africains ne mettent pas de l'argent pour seulement la force en attente. Oui. On l'opposition de la France. Bien entendu. Et vous voyez, en intervenant au Mali et maintenant en intervenant en Centrafrique, c'est vrai, il y a également la France en intervenant en Centrafrique. D'accord, c'est pour essayer de sauvegarder ces maigres intérêts qui subsistent. Et je rappelle que la France-Afrique, dont on parle tant aujourd'hui, il y a une espèce de glissement. Si la France-Afrique, au temps de Jacques Foccart, c'était beaucoup plus la dimension publique qui était mise en avant. Aujourd'hui, il faut voir la dimension privée, à travers donc des multinationales, mais aussi le fait que la Centrafrique partage la frontière avec le Cameroun, le Gabon, le Tchad, où il y a assez de ressortissants et des intérêts économiques de la France, Paris ne pouvait pas s'amuser. Et une autre raison également, la France ne peut pas se permettre, après avoir nettoyé le terrorisme, entre guillemets, la menace terroriste au Mali, laisser la place en Centrafrique, où ce qui se passe avec la description d'Anna Payon a fait, où le djihadisme pouvait s'installer. Vous le savez très bien, aujourd'hui on parle donc de pré-génocide, ou alors de les mots. Alors il est resté une question, même en suivant les médias français, la question sur le rôle de la France, l'éternel gendarme. En suivant tous ces débats, il n'y a pas eu une réponse fondamentale, Gaston Kelman, au regard de ce que les intervenants disent. La France est en train de demeurer gendarme? Oui, pourquoi pas? Parce que l'Afrique n'est pas capable de se gendarmer toute seule. Ça, on n'a pas le choix. Ou alors, effectivement, le Mali, moi, quand je les vois intervenir, ça me fait mal. Mais bon, le Mali, on ne pouvait pas les laisser. La Centrafrique, je me demandais d'ailleurs depuis un certain temps pourquoi quelqu'un n'intervient pas. L'Afrique, je martèle à foison que l'Afrique n'existe pas. Tout ce qu'on raconte là... Qu'est-ce qui manque? Il manque tout seulement que... C'est-à-dire qu'on ne devient pas vieux avant d'avoir grandi. L'Afrique est à la naissance. Le fantasme du panafricanisme n'est qu'un fantasme généreux et gentil. Mais ça n'existe pas. Je vous ai dit qu'au Moyen-Âge, on ne voyait pas du tout l'Angleterre aller se battre pour la France, où d'ailleurs ça s'entrebattait. Ça veut dire que lorsque Hollande dit qu'il est temps que l'Afrique se prenne la main. Mais non, il racontait pas pourquoi. Oui, c'est lui aussi, il veut nous dire qu'il est gentil, il nous aime bien. C'est tout. Lui, eux-mêmes, ils savent qu'on a encore besoin de cette présence-là. C'est aussi simple que cela que l'Afrique. Comment voulez-vous qu'un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, qui a encore à régler les problèmes entre le Nord et le Sud, ait le temps de former une Afrique? Comment voulez-vous que, par exemple, entre la frontière, le Rwanda et puis le Congo, c'est la guerre permanente, c'est le pillage vraiment médiéval, et qu'eux cela pensent maintenant à se mettre ensemble pour fabriquer une armée pour aller défendre la République centrafricaine? C'est tout ça psychologiquement, et puis intellectuellement, et puis logiquement, ce n'est pas possible. Et c'est banal, c'est normal. C'est normal que l'Afrique soit à un moment donné où les nations... Je termine tout juste, où les nations... Non, mais je suis l'un des hommes les plus optimistes de l'Afrique. L'un des plus positifs. On ne peut pas faire un panafricanisme quand on n'a pas les nations. Dites-moi la nation africaine qui est sereine aujourd'hui.
Dites-moi laquelle se suffit à elle-même totalement pour résoudre tous les problèmes, où on ne te dit pas je ne ferai pas ceci parce que si je fais c'est le Bamileke qui va profiter, le Bassa pense que c'est le Haoussa qui va profiter, le Ceti pense que c'est cela. Je défends par exemple le fait qu'il n'y a pas de nation sans langue. Il y a une langue africaine camerounaise dont tout le monde sait que c'est elle qui doit aller. Allez donc dire à l'ambassade de parler pour alors, aujourd'hui. au niveau de l'échelle des priorités, si on veut responsabiliser l'Afrique, mais Fidèle Djoubessi, s'il faut responsabiliser l'Afrique, l'échelle des priorités, on commencerait par quoi? Gaston a parlé de la nation qui est totalement absente. On commencerait qui est en construction. Qui est en construction, voilà, c'est mieux. C'est plus constructif. C'est l'Afrique qui n'existe pas, la nation se construit. Oh, les priorités, c'est d'abord la formation des hommes. Il faut former les hommes et comme la France a annoncé qu'elle va aider l'Afrique pour former 20 000 hommes et il faut se doter des matériels, le matériel de défense. 20 000 hommes, ça suffit quand même. Cela signifie qu'il y a le problème de fond. Le problème de fond, la nation, l'intégration, le partage des richesses. Oui, autant d'éléments qui perturbent quand même la sécurité en Afrique. Est-ce qu'on peut les régler? C'est possible. C'est possible de régler, de créer, de faire en sorte qu'il y ait des nations et de créer le vivre ensemble, d'abord au sein des États, et de faire l'intégration régionale. Il faut que nous sortions du carcan de rester seulement dans son état, dans son petit carré, et aller vers les grands ensembles. La règle aujourd'hui, c'est les grands ensembles. Et que nous devions comprendre que si on veut compter seulement sur ces moyens, nous ne pouvons pas. Le Cameroun a besoin du Tchad, le Cameroun a besoin de la Centrafrique, le Cameroun a besoin de la Guinée équatoriale. Et que nous essayons d'aller au-delà de nos frontières. Et qu'avant d'aller au-delà de nos frontières, que nous essayons de comprendre que le Bamileke, le Bassa, la Houssa et tout ça, comme venait de dire Gaston, nous sommes tous d'abord Camerounais. Et c'est pour ça qu'au MRSC, nous disons que nous voulons faire la politique autrement. Très bien. Et qu'on veut être Camerounais avant d'être... On s'y attendait. On veut d'abord être Camerounais avant d'être de son village. Si nous cultivons cet esprit-là, nous allons arriver. Oui, les axes prioritaires, François, on y est encore. On va arriver à vous, docteur, tout à l'heure. François Mbalama-Kongol, les axes prioritaires seraient lesquels pour qu'on essaye? Je crois que le principal axe, de mon point de vue, c'est définir une stratégie d'autonomisation de l'Afrique. Et c'est cette stratégie qui va se décliner en termes de formation, disons, de meilleure gestion des ressources, de meilleure solidarité entre les pays, ainsi de suite. Cette stratégie est importante. Nous aurons beau former les hommes, si ces hommes viennent se mouvoir dans un environnement, une bonne stratégie africaine n'est pas balisée, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Et je voudrais également décomplexer, j'aime bien ce mot-là, le terme de gendarme. Je crois que même la France aujourd'hui, ses modes d'intervention en Afrique ont changé. Il faut décomplexer. Il ne s'agit plus de gendarme dont on a peur, à l'égard duquel il faut être sage. Comme on dit, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Non. Si vous voyez les opérations Manta au Tchad, ça n'a rien à voir avec l'intervention au Mali. L'intervention en Centrafrique n'a rien à voir avec l'intervention au Mali, ainsi de suite. L'intervention de la France en Libye n'a rien à voir avec l'intervention française au Mali. La France même a revisité, le docteur parlait tout à l'heure, il y a un glissement. Et je crois que nous devons profiter, à travers la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure, nous devons profiter de ce que la France aujourd'hui, je n'ai pas peur du mot, est quelque peu demanderesse de l'Afrique. Alors, si nous avons une bonne stratégie, nous captons, alors au lieu de saisir le bras de la France, nous devons saisir jusqu'à l'épaule. Et l'ASB a besoin de nous. Et nous avons la Chine par derrière dans le gourdin. Si elle ne nous tend pas sincèrement le bras, nous sortons le gourdin de la Chine et les autres pays qui nous font la cour, et puis nous allons en profiter. Donc, le terme gendarme, moi, ça ne me complexe pas. C'est à nous de transformer le gendarme en vigile. Alors, qui doit faire quoi? Ferdinand Nana Payon, tout ce qu'on dit appelle l'Afrique à se mettre ensemble. L'Union africaine existe. Les regroupements sous-régionaux, régionaux existent également, mais semblent être très faibles. Qui devrait donner l'impulsion? Bon, je pense que certains ont parlé d'un problème de leadership. Mais moi, je dirais que, tout à l'heure, vous parliez de priorité. Si je peux me permettre de compléter, c'est que la priorité,
c'était déjà la croissance. C'est-à-dire que susciter l'intérêt, donner envie aux gens de venir vers vous, et ils viennent tous vers nous. Tout le monde reconnaît qu'en 2050, l'Afrique aura un peu plus de 2 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'on aura doublé. Il y a un journal, j'ai vu sur le net, le Guardian, qui critiquait un journal polonais qui parlait de l'Ouganda en disant, voilà, taux de croissance démographique explosé, ça veut dire qu'ils vont multiplier par 10 le nombre de pauvres, le nombre de gens qui meurent de faim, dont ceux qui vont prendre des bateaux pour aller en Occident, dont ceux qui vont prendre des kalachnikovs, qui vont faire des enfants soldats. Et le Guardian a dit, mais on peut, sous un autre prisme, regarder l'Ouganda et dire, mais l'Ouganda, c'est quand même le pays que Google a choisi pour aller installer des projets pilotes pour avoir la fibre optique et Internet à très haut débit. Comment est-ce qu'on sort l'Afrique de sa misère, de sa pauvreté, de son retard? Eh bien, pour répondre à votre question, qui doit faire quoi? Eh bien, nous avons la croissance, nous avons des éléments. Il faut qu'avant la formation, à mon avis, que la mentalité change. Parce que même si on met ces 20 000 soldats qui viennent, soi-disant, protéger les victimes, mais qui participent au pillage, comme c'est souvent arrivé malheureusement, eh bien, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc il est important que, François Mbala-Mekongo parlait du bras qu'on tient, effectivement, il faut que nous ayons, nous, des arguments marketing pour dire, nous représentons quelque chose d'important pour vous, nous avons l'une des jeunesses qui va être active dans les 10 années qui viennent. L'Afrique sera le continent où il y aura de la valeur ajoutée à tous les niveaux. Eh bien, nous avons cela. Venez avec vous et voici nos conditions. Nos conditions, c'est que vous nous formiez les gens, mais que nous aussi, de notre côté, nous fassions les efforts de revoir notre mentalité et de dire, OK, les priorités, malheureusement, tout est prioritaire en Afrique. Il y a le paludisme, il y a le manque d'eau, il y a le manque d'électricité. Maintenant, il y a le manque de carburant. Donc, si nous essayons de revoir notre mentalité, les autres, dans le regard qu'ils auront vis-à-vis de nous, vont nous respecter et nous ferons des offres. François Hollande a invité les dirigeants africains parce qu'aucun d'eux ne fait comme Bokassa, il y a quelques années, qui disait Papa de Gaulle, il traite, vous avez vu sur la photo, Hollande, tout à l'heure, j'ai vu sur la photo à votre écran, Hollande assis, et à côté de lui, il y avait Ouattara, les jambes croisées. En Afrique, on ne croise pas les jambes, sauf si on estime que nous sommes du même niveau. Donc, il faut qu'on revoie notre mentalité et puis qu'on n'ait pas le complexe de l'Occident, qu'on sache que leur regard, leur stratégie et leurs actions sont déterminées par notre attitude. Et je pense qu'au niveau de la mentalité, à mon avis, c'est la priorité. Très bien. On a beaucoup parlé, docteur, des questions économiques là-bas. Vous avez réagi par rapport aux priorités tout à l'heure. L'une des résolutions souligne le renforcement du dialogue stratégique entre l'Afrique et la France pour une vision commune des menaces. On dit l'Afrique et la France, il n'y a pas une vision commune des menaces entre États africains. Je voulais rester sur le rôle précis de la France, finalement. Elle est sérieusement ancrée dans cette affaire. Oui, justement, pour qu'il n'y ait pas de relations dissymétriques, c'est-à-dire déséquilibrées, entre la France et l'Afrique, on revient ici au niveau des priorités que vous l'abordiez tout à l'heure. Moi, je pense que les priorités, il y en a. Les priorités, d'abord, c'est promouvoir l'intégration nationale, pour reprendre ici Gaston Kelman. On ne peut pas promouvoir l'intégration continentale alors qu'au niveau des nations, il n'existe pas d'intégration. On passe d'abord par l'intégration nationale, sous-régionale, régionale, et puis l'intégration continentale. Et là, on se rend compte que le chemin est long. Ah ben oui, il y a 200 ans, hein, ne croyez pas que ça va se passer en 20 ans. Il suffit qu'il y ait de la volonté. Et à côté de cela, il faudrait que l'Afrique également domestique l'état de droit, la démocratie. Vous le savez, à côté de la tyrannie, la corruption constitue le deuxième fléau qui gangrène l'Afrique. Or, en mettant un accent sur l'éducation, sur l'intégration et sur l'état de droit, l'Afrique pourra donc construire un espace où il va faire bon vivre et en ce temps-là, il pourra promouvoir l'intégration continentale. Et c'est seulement à ce moment-là que l'Afrique pourra songer à se prendre en main. Mais tant qu'on va rester dans cette situation, il y aura toujours des gendarmes, si vous permettez l'expression, qui viendront nous assister. Et l'Afrique demeurera toujours l'éternel assisté. Donc il faudrait une volonté politique qui doit passer par là, promouvoir l'état de droit, l'éducation à la citoyenneté également. C'est très important parce qu'il faudrait que la conception de la République
soit enseigné dans les écoles, dans les universités. On a beaucoup écouté, important. on a par exemple écouté le président sénégalais Macky Sall à la conférence de presse de clôture de ce sommet qui a insisté sur les aspects d'intégration. Les routes doivent être tracées, la solidarité, et s'étonner quand même de ce qui est des problèmes au Mali et qu'un voisin malien ne se prononce pas en premier pour agir ou poser une action. Je pense que c'est quand même un point de vue purement africain ou réel des réalités en fait, du terrain Gaston Kelman. Non, c'est le plus faux. Je veux dire que c'est le plus faux. Macky Sall est le plus proche voisin du Mali. Qui devait venir? C'est des Soninké comme lui, c'est des gens, c'est le même peuple. Mais je vous dis, c'est-à-dire que je me répéterai à l'envie que, comme disait Docteur, et puis comme nous disons tous ici sur cette table, tant qu'il n'y a pas les nations, on ne peut pas créer le continent. Macky Sall a beau jeu de dire aucun voisin, mais ça on le sait. Le constat est vieux depuis 50 ans, depuis que l'Afrique existe. Mais je vous dis, je voudrais vraiment bien me faire comprendre. Moi je suis très objectif, mais aussi très optimiste en disant que c'est tout simplement l'évolution de toutes les nations qui existent sur la Terre. Et que si nous passons par tous ces créneaux-là aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de l'Asie, on en parlerait, et puis parce que quelqu'un peut nous opposer l'Asie, mais pourquoi l'Asie, ça a été plus rapide. Donc nous avons un processus à mener, et aujourd'hui nous avons des gens qui, pour quel que soit l'intérêt, peuvent venir nous donner un coup de main. Je veux dire, si la France ne vient pas aujourd'hui en Centrafrique, Ferdinand disait tout à l'heure comment est-ce que les gens se bouchaient le nez pour aller voir leurs cadavres. Si par exemple les 400 cadavres d'un week-end, le chien n'est pas là-dedans. Donc nous avons encore la chance aujourd'hui que même si ces gens-là parfois ont des comportements comme ci, comme ça, et ils viennent quand même nous donner un coup de main quand la situation devient tout simplement ingérable. Parce que les 10 voisins, la Centrafrique a moins 5 voisins frontaliers, aucun n'a bougé. Macky Sall parle du Mali, il n'a pas bougé. Donc nous devons obliger. Aujourd'hui, l'éducation dont on parle, pardon, c'est pas l'éducation de 2000 militaires, c'est pas les 20 000 militaires. Ça c'est tout simplement de la poudre de perlimpinpin. La vraie réalité, c'est l'éducation des masses qui petit à petit vont évoluer. Je termine en disant que j'étais à un forum il y a quelques mois au Congo. C'était le forum Forbes sur les classes moyennes. C'est clair que maintenant que les classes moyennes, et puis il disait que tous ces spécialistes économiques disaient que les classes moyennes africaines ne sont pas dues à l'amélioration des termes d'échange où le pétrole coûterait mieux maintenant. Mais non, tout simplement parce que l'éducation des masses fait que petit à petit les gens prennent conscience, l'ouverture des esprits avec Internet, tout le reste, fait que maintenant les gens sont de plus en plus conscients et que la classe moyenne, le taux de pauvreté aujourd'hui, des gens au seuil de pauvreté est seulement 1/3 de la population africaine, alors qu'il était 90% quand le blanc s'en allait. Et je m'amuse toujours à donner cet exemple où, quand le blanc partait de Mauritanie, il n'y avait même pas un bâtiment là-bas. Le conseil des ministres s'est passé sous une tente parce que la capitale était à Saint-Louis du Sénégal. Et quand on la mettait à Nouakchott, il n'y avait même pas encore une maison. En 50 ans, l'Afrique a fait des bons existentiels. Les nations africaines ont fait des bons existentiels. Alors ne leur demandons pas en même temps de créer c'est-à-dire une structure continentale. Humainement, ce n'est pas possible. C'est comme vous demandiez à un gamin de 5 ans de passer le bac et puis le mois après de passer la licence. Ça, c'est pas possible. Très bien. Les initiatives africaines d'espoir, on avait parlé du NEPAD, du TICAD, François Mbala Mekongo. On a beaucoup parlé du NEPAD pendant le sommet de l'Élysée. Là encore, on est resté dans de bonnes intentions. Oui, moi je pense que le NEPAD avait quelque chose au départ, c'était pas totalement endogène à l'Afrique. Et à partir de là, nous avons parlé tout à l'heure de manque de vision, de stratégie africaine. L'écrivain parle d'absence de nations africaines. Je crois qu'il faudrait que nous fassions une véritable introspection à l'insu des autres, bien sûr, en copiant, en s'inspirant de ce que les autres font et ont fait. Je crois que c'est ça qui a vicié, de mon point de vue, le NEPAD, et qui est devenu un peu comme un concept des Nations Unies, c'est-à-dire qui va au-delà de l'Afrique, et à partir de là, ça devient institutionnel, et ça devient compliqué à mettre en action. Il faut donc effectivement revenir, l'Afrique a tout. Les ressources, nous avons la genèse, comme a parlé M. Nana Payon, nous avons la genèse, nous avons l'intelligence, nous avons les terres, nous avons des bonnes projections. Au niveau stratégique, la posture géographique de l'Afrique lui autorise un zèle. Alors, asseyons-nous, restons nous-mêmes, définissons tout ça, vendons-nous face aux autres et faisons valoir ce qui fait notre force et alors, pas après pas,
après, je ne sais pas, 5 ans, 100 ans, nous verrons, nous rendrons compte de ce que nous avons fait. Ce n'est pas un problème de concept. François, avant le sommet français sur la paix et la sécurité, il y a eu quelques sommets en Afrique. Yaoundé en a abrité un sur la sécurité et la paix dans le golfe de Guinée. Il y a eu un sommet également du côté de Malabo. Est-ce à dire que ces sommets-là n'ont pas de solution ou Non, c'est des frémissements. C'est des frémissements. Moi, je me dis, c'est des graines que nous semons. À l'issue de tous ces sommets, il y a des résolutions, il y a des prises de conscience, il y a des enjeux. C'est vrai que nous ne voyons pas tout de suite des résultats et puis des élans tels que nous le souhaitons. Mais je crois que c'est des frémissements qui sont importants. Il y a quelques années, il n'y avait que le sommet France-Afrique, vous vous souvenez, qui avait la connotation que vous connaissez. Mais les sommets d'aujourd'hui ont une autre posture, abordent les questions d'une autre manière. Les chefs d'État y croisent les jambes. J'aime bien l'image de M. Nana Fayon. Et ça participe petit à petit du glissement dont a parlé le docteur tout à l'heure. Et je crois qu'en prenant patience, mais en s'interrogeant, en continuant à s'interroger sur ce que nous devons devenir dans 5 ans, dans 100 ans, nous allons arriver à faire éclore cet esprit africain et ce décollage à travers ces nombreux sommets. Moi, je me dis que ce n'est pas trop. Il n'y en a pas trop. Il faut en multiplier, il faut continuer à réfléchir. Et que c'est le contenu et les résultats, Ferdinand Nana Fayon, qui nous Sauf que je ne suis pas aussi optimiste que mes amis sur le plateau lorsqu'on projette ça à 100 ou 200 ans. Parce que ce qui se passe. Le concept, ça peut être 300 ou 4 ans. Hein. Non, parce que Gaston, figurons-nous que ce qui se passait il y a 50 ans, à la naissance de nos indépendances, les choses n'allaient pas aussi vite qu'aujourd'hui. Je veux dire, très simplement, et je suis sûr que toi tu es bien placé pour le comprendre, lorsque tu es assis à Paris, devant ton laptop, et que tu cliques dans ta boîte email, eh bien ça s'ouvre tout de suite. Si tu as un fichier, je ne dirais pas quelle que soit la lourdeur, eh bien tu le décliques. Je suis sûr que le même fichier, si tu viens à Yaoundé ou à Douala, où tu es en ce moment, pour le cliquer, ben, tu vas avoir le temps d'aller te raser et prendre même un café sans qu'il ne soit ouvert. Pendant ce temps, les autres vont vite. Moi, je considère que aujourd'hui, nous sommes sur une autoroute. Tous. Et vous savez que les autoroutes ont des bretelles de sortie. Et sur l'autoroute, alors pour faire une sorte d'allégorie, je dirais qu'avant nous étions sur la route avec des carrefours. Et il fallait sortir à droite ou à gauche. Si vous loupiez la sortie à droite, vous aviez encore le temps de faire demi-tour sur la chaussée, même sans respecter le code de la route, et puis prendre votre embranchement. Mais sur l'autoroute, comme c'est le cas aujourd'hui, si vous loupez la sortie à Edea, c'est sur le pont de la Dibamba, que vous allez avoir une autre bretelle pour refaire 50 km pour revenir retrouver votre chemin. Pendant ce temps, ceux qui, avec vous, étaient sur l'autoroute et allaient à la même vitesse, sinon plus vite que vous, parce qu'ils avaient la connexion plus rapide, eh bien, eux, ils ont déjà choisi le cap, peut-être même qu'ils ont comment on appelle le GPS. Ils ont déjà choisi le cap, ils sont arrivés à destination, ils ont même pris la douche avant que vous n'arriviez, et ils vous attendent à table, parce que, mais si vous vous attendez à table et que vous n'êtes pas là, au moment où le repas est chaud, vous serez servi au froid. Donc, aujourd'hui, nous pouvons espérer qu'effectivement, ça sera prêt dans 100 ans, dans 200 ans, mais la mentalité aujourd'hui de notre continent, je parle beaucoup plus de l'Afrique au sud du Sahara, la mentalité a besoin d'être renouvelée, a besoin d'être questionnée, parce que nous devons aller 2 fois plus vite que les autres pour rattraper le Alors, retard. pour chuter, ça veut dire, ici, sur ce plateau, qu'on évacue les réponses telles que la France nous laisse tranquille, on est à grand, on peut se battre nous-mêmes. Ah non. Ça ne tient pas. Surtout qu'elle ne laisse pas. Cette attitude réprobatrice vis-à-vis de la France qui vient vers nous, moi je me dis ça n'a pas de sens. C'est à nous de définir ce que nous voulons par rapport à la France, de le rechercher, de le questionner et de le prendre. Parce que la France aussi aujourd'hui s'interroge sur cette Afrique qui peut lui échapper face aux concurrents et vient vers nous avec un autre regard. Nous également, nous devons... C'est-à-dire qu'avec la concurrence, l'Afrique a une bien meilleure position aujourd'hui, peut mieux négocier. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je pense qu'il faut tout simplement redimensionner la posture de la France. C'est-à-dire qu'il faudrait désormais qu'on voit la France comme ce partenaire qui pourra nous pousser vers le haut, parce qu'à côté de la France, il y a d'autres partenaires faisant partie du club des BRICS, les pays émergents. Le Brésil, la Turquie, l'Inde sont également en train de courtiser l'Afrique. Donc, la France doit, au niveau de de l'image, je vais dire de la perception, de la représentation, il faudrait que la France doit être perçue désormais comme ce partenaire pouvant impulser le développement, pouvant
contribuer au développement de l'Afrique, mais que les Africains ne doivent pas chaque fois considérer la France comme ce père et que rien ne doit être fait à la base, c'est-à-dire au niveau de la dimension endogène, et qu'on doit tout attendre de la France. Je pense que c'est là qu'il faut de revoir. Alors, messieurs, chers invités, on va prendre un pont. Il n'est pas ordinaire dans Canal Presse, ce pont-là, mais il va nous permettre d'accéder au second thème qui va parler de la corruption. Le Cameroun, comme la plupart des États de la sous-région, ont mis en place des ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, même si le nom n'est pas le même partout. Ailleurs, ce sont des cellules de renseignement financier, mais ces regroupements-là sont tenus à Brazzaville, au Congo, pour essayer d'évaluer le fonctionnement de ces ANIF autour du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale qui est logé à Bangui, et c'est un Camerounais qui est secrétaire permanent là-bas, Désiré Geoffrey Mbok. Il nous parle justement de la force de ces ANIF et de la nécessité d'une meilleure implication des États africains. C'est la transition. L'existence même du GABAC relève, n'est-ce pas, de la volonté manifeste, n'est-ce pas, des autorités d'Afrique centrale pour mener une lutte sans répit contre ce fléau qui concerne le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, qu'est-ce qu'on blanchit? On blanchit l'argent qui est issu de la corruption, on blanchit l'argent qui est issu des détournements de deniers publics. Et il y a des organes qui sont quelquefois à première vue avec de bonnes intentions, qui utilisent, n'est-ce pas, les fonds qui leur sont donnés pour financer le terrorisme. Donc je crois qu'il est de la volonté des États d'essayer de lutter contre ces fléaux, parce que la lutte contre la corruption et les détournements de fonds permettent aux États de retirer d'entre les mains des malfaiteurs, si on peut les appeler ainsi, l'argent qui aurait été détourné ou bien qui aurait été acquis de manière illicite, pour essayer de mener leurs missions qui sont celles, n'est-ce pas, de l'amélioration de la vie des populations. D'où la nécessité de donner des coups de franche aux ANIF. Parce que la lutte contre le blanchiment des capitaux n'est pas une affaire anodine. J'insiste là-dessus. Des personnes peuvent détourner de l'argent, utiliser de l'argent qu'ils auront détourné ou bien qui aura été issu de la corruption pour déstabiliser les États au niveau de leur sécurité. Ils peuvent utiliser cet argent-là pour déstabiliser les économies. Donc, il faudrait, et ça, je crois que dans leur très grande sagesse, les chefs d'État l'ont compris, qu'il faudrait qu'ils donnent, n'est-ce pas, les coups de franche aux ANIF pour que, dans la panoplie d'instruments de renseignement, parce que bon, on appelle les ANIF dans les autres pays cellules de renseignement financier. Donc c'est des organes de renseignement qui viennent donc compléter la panoplie d'autres organes de renseignement qu'utilisent les États pour mener à bien les missions qui sont les leurs. Voilà, le second thème s'ouvre et parle de la corruption. Le rapport de Transparency International a été rendu public cette semaine. Le Cameroun a perdu 5 places en 2013 avec 2,2 comme note par rapport à ce qu'il avait en 2012. Maître Fidèle, si on s'en tient aux déclarations du secrétaire permanent du GABAC, la corruption, les détournements de deniers publics, ces aspects ne doivent pas être pris à la légère. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui a pris de l'argent, c'est un argent qui peut avoir une destination dévastatrice pour la sécurité et les économies. Oui, quand on a pensé à lutter contre le blanchiment de l'argent, c'est parce qu'on s'est rendu compte que tout l'argent qui résulte des crimes était destiné à financer le terrorisme, destiné à déstabiliser des États. Quand on parle souvent des mercenaires, c'est des ressources comme ça qui permettent de les financer de fois. Donc, c'est tellement important et c'est nécessaire que l'on puisse combattre la corruption, le détournement de deniers publics pour que les ressources de ces crimes ne puissent pas nuire à la stabilité et à la paix dans le monde.
Et moi, je pense que la NIF ou bien les cellules de renseignement financier ne devraient pas être les seuls instruments à utiliser pour combattre ce fléau. Parce que tout l'argent détourné ou l'argent issu de la corruption ou d'autres crimes ne se retrouve pas seulement dans les circuits financiers classiques que nous connaissons. Donc, on devrait trouver d'autres instruments pour faire face et pour combattre tous les auteurs des crimes, des crimes de corruption et de détournement de deniers publics. Alors, lorsqu'on jette un regard sur le classement rendu public par Transparency International, les meilleurs élèves en Afrique, c'est le Botswana, qui est 37e mondial, l'île Maurice et le Cap-Vert, François Mbalame Congo. Les leçons viennent des États tels que le Botswana. Pourquoi il y a moins de corruption au Botswana par rapport aux États de la sous-région Afrique centrale, par exemple? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Vous me posez là une question bien difficile, tant dès que je n'ai pas mené une enquête au Botswana, au Cap-Vert et autres. Mais je crois que ne nous sentons pas découragés par rapport à la lutte contre la corruption dans notre pays. Mais je pense qu'à la panoplie de mécanismes institutionnels, légaux et réglementaires, je crois que c'est un problème d'état d'esprit collectif. Jusque-là, j'ai le sentiment que au Cameroun, nous considérons la lutte contre la corruption comme devant émaner d'un déclenchement qui est issu du sommet de l'État. Il faudrait qu'on arrive à un état d'esprit où, à côté de la dénonciation qui fait quand même consensus au sein de notre pays, qu'on arrive également à des attitudes et à des actions où personne n'accepte la corruption. Et c'est là où moi je voudrais revenir sur le reproche qui est souvent fait au Cameroun en disant qu'il y a une inflation Non, c'est pas... Si on regarde bien ces structures, elles se complètent. La CONAC s'occupe de la corruption, la NIF, on l'a vu, là, c'est le renseignement financier pour enquêter sur la provenance et la circulation des capitaux illicites. Le CONSUP, par exemple, c'est pour la gestion, le contrôle, la gestion des finances publiques. Ces structures se complètent. Et lorsqu'on regarde bien les textes et leurs missions, il y a une spécialisation dans les attributions et toutes ont leur place. De façon palpable, est-ce qu'on a quand même des raisons de ne pas se décourager comme vous le souhaitez? Est-ce qu'on a des raisons de ne pas? Oui, parce que nous sommes tous conscients que la corruption et toutes les infractions qui vont avec portent une grande nuisance à l'avancée économique du pays. À partir de là, il n'y a pas lieu de se décourager. Je dis, il faut mettre toutes les énergies qu'il faut mettre là. Je crois que la corruption, ce n'est pas seulement une affaire de Yaoundé ou de Douala. Il faudrait qu'on arrive à des batailles contre la corruption au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des arrondissements, et pas seulement au niveau public. Est-ce que ce n'est justement pas là le problème, Gaston Kellman? Pour cette année, Transparency International a mis l'accent sur l'état de droit. Et pense que justement en matière d'état de droit, il y a des choses à refaire ou des choses qui ne sont pas faites au point où la corruption semble s'épanouir. Je ne sais pas s'il y a plus de corruption à Dubaï et puis au Qatar que dans les pays qui ont l'état de droit. Ça, je ne sais pas, l'état de droit, c'est parfois des mots qu'on balance comme ça, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense que... En tout cas, Maître Fidèle Novissi va nous aider tout à l'heure, c'est l'état de droit. Oui, je ne sais pas si l'état de droit... J'ai cité le Qatar et puis le Dubaï, par exemple, qui ne sont pas d'état de droit du tout, qui sont des monarchies un peu moyenâgeuses d'ailleurs, mais dont je ne pense pas s'il y a plus de corruption là-bas que dans des états qui sont... Moi, je dis, je reste toujours un peu dans mon leitmotiv qui est celui de l'éducation. Mon épouse était ici il y a quelques mois sur un colloque au ministère de la Jeunesse, et où il était question justement du civisme et tout cela. Et ils ont pris des résolutions du genre téléphone au volant, on est sanctionné, vitesse et tout cela. On a mis en place ces circuits-là. Je me suis dit, ouais, ok, les policiers ont la chance. Hein. Voilà, encore on leur donne deux outils de corruption. Les policiers vont maintenant, quand ils vous arrêteront avec le téléphone au volant, ça va, c'est 25 000 francs. Il suffit que vous ayez le 10e, 2500 et puis ça ira. Et excès de vitesse, c'est ça aussi pareil. Et on est toujours dans une volonté, dans une nécessité d'éducation encore. Vraiment, petit à petit, moi je ne sais pas s'il y a une baguette magique ou alors, voilà, il y a une solution.
Je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Elle est très simple en plus. C'est Kofi Nyamian qui me disait, un ami à moi, Kofi Nyamian, qui me disait qu'il a été voir un jour Jerry Rawlings. Jerry Rawlings lui a dit, il y a 2 façons de résoudre les problèmes en Afrique. Soit tu fais comme moi. Tu dis par exemple, il lui donne cet exemple. J'ai dit que maintenant, chaque personne, chaque Ghanéen me montre ses titres de propriété et comment il a fait pour construire les immeubles. Celui qui ne réussit pas à me le prouver, je lui coupe la tête. C'est ça. C'est aussi simple que cela. Et donc, ceux qui changent, le type avait sa villa, il prouvait comment est-ce que, avec son salaire de X Nara, pardon, de X, comment CD, ou comment est-ce qu'on appelle encore leur monnaie, il a pu construire. Celui qui avait 10 immeubles, s'il prouvait, il n'y a pas de problème, il ne pouvait pas en couper la tête. Il a demandé à Kofi. Et puis, il a pris tous ces immeubles-là et toutes ces villas, il a logé les fonctionnaires. Il a demandé à Kofi Nyamian, tu peux faire ça? Kofi Nyamian lui a dit non. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas couper toutes les têtes qui dépassent. Donc, on ne peut pas penser à cela. Mais il a fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'éducation. Alors, et je suis très heureux, et je suis très heureux, vraiment, je termine là, monsieur Zé, je suis très heureux de voir que maintenant, l'Afrique n'est pas un magma où tout le monde va en même temps. On a cité le Botswana qui est bon élève, des gens chez qui ça va très bien, pour des raisons qui sont les leurs. Même le Rwanda, je ne sais pas quelle est la place qu'occupe le Rwanda, c'est un pays où la corruption est à 0%. Voilà. Et a évolué dans le cadre des OMD, il a mieux évolué que le Cameroun. Mettre justement l'état de droit ou l'exemple qu'il prenait tout à l'heure, il faut couper les têtes. Au Cameroun, on a pensé que l'article 106 de la Constitution devrait être un peu cet article-là, devrait mettre les garde-fous. Il n'est pas appliqué et Transparency pense justement que ce sont des failles comme celle-là ou des absences comme celle-là qui favorisent la corruption. Oui, je vais commencer d'abord par dire, je suis d'accord avec François, qu'il n'y a pas lieu de désespérer. La corruption, ce n'est pas une fatalité. Et la corruption, c'est un phénomène social, c'est un phénomène qu'on retrouve partout, même dans les pays développés, même les pays qui disent qu'il n'y a pas de corruption, il y a toujours la corruption. Donc, ce que nous devons faire, c'est de combattre la corruption et de le ramener à un niveau acceptable, à un niveau qui ne puisse pas... Tout le monde veut combattre. La question, c'est sur le comment. Donc, maintenant, je suis d'accord avec François quand il dit que c'est une affaire qui nous concerne tous. Mais c'est un problème qui doit d'abord préoccuper au plus haut niveau l'État. C'est l'État qui doit impulser. C'est l'État qui doit impulser c'est-à-dire les moyens de lutte, qui doit déployer les moyens. Et nous disons que les moyens qui sont déployés pour le moment sont inefficaces et qu'il faut renforcer. C'est pour ça que la corruption persiste. Alors si on prend le cas de la CONAC par exemple... Si nous prenons le cas de la CONAC est inefficace. Nous avons vu, l'année dernière, la CONAC a fait un rapport qui a fait un état des personnes qui sont rendues... C'est parce qu'il n'a pas un pouvoir répressif. Voilà, coupables de corruption et que jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait contre ces personnes. Elles ne sont pas interpellées. Alors que si on avait donné à la CONAC au moins le pouvoir de police judiciaire, la CONAC aurait déjà saisi la justice et on devrait peut-être juger ces personnes et si elles s'avèrent coupables, on les condamnerait. Non, moi je voudrais ajouter, et pour aller dans le même sens qu'avec Gaston, qu'il faut prendre des mesures draconiennes. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai indiqué que la NIF, qui cherche l'argent volé ou bien tout ce qui résulte du crime, n'est pas suffisant pour appréhender toutes ces ressources qui ne se retrouvent pas seulement dans les circuits financiers classiques. Lorsque quelqu'un détourne les deniers publics et il va construire un immeuble, il y en a qui construisent à des milliards les immeubles. Est-ce qu'il a besoin de passer par la banque? Il va dans les quincailleries, il dépose, on lui livre... Alors, est-ce qu'on n'est pas... L'essentiel, c'est ce que nous demandons depuis, c'est qu'il faut, comme vous avez dit tout à l'heure, mettre en application l'article 66. Il faut qu'il y ait des normes de l'enrichissement. Il faut qu'on contrôle qu'il y ait une certaine traçabilité dans l'enrichissement. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Du jour au lendemain, vous voyez quelqu'un qui est là, subitement... On va vous dire qu'il est féman et que voilà. Qu'il est féman, il savent que tout peut arriver. Si on peut incriminer l'enrichissement illicite, oui, chacun va justifier comment il est arrivé à s'enrichir. Si on met ça et qu'on fasse à ce que tous les Camerounais soient combattants de la corruption, comme François a dit, et que s'il y a les brigades anticorruption et que dans le voisinage, chaque Camerounais se charge d'être policier et de dénoncer auprès de la brigade,
ça va s'arrêter. Alors, Ferdinand Napayon, permettez, on revient. Mais aussi, il y a la culture. On a beaucoup parlé d'éducation, de culture et autres. Au Cameroun, il y a eu le programme Choc qui demandait à ce qu'on aille revoir à la base, peut-être reformer, rééduquer les plus petits, pas pour dire que les vieux s'étaient perdus déjà. On est toujours en train de chercher la méthode. Le mal est là, il est peut-être identifié. La méthode échappe toujours. Peut-être que la méthode existe, mais c'est passer à l'action qui fait défaut, comme très souvent chez nous. On structure, on identifie, et c'est difficile de passer à l'action. Au mois de mars prochain, il y a un grand forum international sur l'évaluation qui se tiendra au Cameroun. Moi, je voudrais souhaiter que les uns et les autres apportent des sujets comme ceux-là vers ces organisations-là. Pourquoi? Parce que dans notre métier, dans le marketing, lorsque vous menez par exemple une action de marketing direct, par exemple, je prends un exemple encore récent, un libraire qui est allé au Salon du Livre et qui, à la fin de l'année, fait une évaluation de son année et se rend compte que il a fait 10% de plus que l'année dernière sans qu'il n'y ait eu d'événement particulier dans sa librairie, et regarde la courbe et se rend compte que c'était pendant le Salon du Livre que j'ai fait des grosses ventes. Eh bien, il faudrait... Transparency parle de perception. Les Anglais disent « perception is reality ». Est-ce que si aucune action n'avait été faite au Cameroun, depuis qu'on a indexé le Cameroun, depuis que Transparency a indexé le Cameroun, si aucune action n'avait été faite, est-ce que nous serions encore plus bas? Considérant qu'il y a eu des actions, la NIF, la CONAC, le TCS, tout ça, est-ce que vous pouvez penser quand même qu'il serait bon qu'on s'asseye et qu'on évalue l'impact de tous ces organes qui ont été mis en place, de toutes ces structures qui ont été mises en place, et puis comment est-ce que Transparency fait aussi son travail? Parce qu'eux aussi, on a besoin de les évaluer. Il faut qu'il y ait des cabinets externes qui évaluent leur façon de faire, parce qu'ils ont parfaitement raison de pointer du doigt la corruption, mais est-ce que parfois on ne regarde pas dans le rétroviseur? Or, conduire en regardant le rétroviseur, c'est rentrer dans le mur. Il me semble qu'il est important que les gens s'asseyent, vraiment, Transparency et les États indexés, et disent, voici notre façon d'évaluer. Nous avons fait ceci, nous étions à tel niveau, il y a 10 ans. Nous avons mis ça. Mais pour revenir et finir à ce que Maître a dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait, par exemple, de la CONAC et de ses prérogatives, on ne peut pas, c'est Gaston qui le disait, qu'on ne peut pas demander à un élève de passer en 6e et de faire le baccalauréat l'année d'après. Regardons l'exemple on parlait de la démocratie. Regardez, ONEL. Eh bien, il n'y avait pas d'ONEL avant. C'est le ministère de l'AT qui contrôlait, qui organisait les élections. Après, TET a créé l'ONEL en 2001 et l'ONEL 2002. L'ONEL, il y a eu l'ONEL 1 et l'ONEL 2. L'ONEL contrôlait, supervisait les élections. Après, on a dit non, ce n'est pas suffisant, il faut des urnes transparentes. Après, on a dit mais non, ce n'est pas suffisant, il faut fichier informatique. Après, on a dit ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait un ELECAM, etc. Et on a revu ELECAM. Donc, on pense quand même que quand il y a de telles avancées, il est bon de dire que ce n'est pas suffisant, mais il y a eu telle chose et telle chose. Voici ce qui nous manque et voici ce que nous on propose. Et il me semble que, par exemple, la CONAC, bon, je ne suis pas un fanat de la CONAC, je veux dire qu'ils ne m'ont pas impressionné par leurs actions en dehors des séminaires qu'ils ont l'habitude de faire à travers le territoire, mais elle existe, elle a déjà fait du travail, on attend d'être un peu plus. Le TCS, dans l'introduction, disait qu'on attend que le TCS rapporte de l'argent, mais mon Dieu, dans quel pays au monde avez-vous vu un Premier ministre en prison, des ministres en prison, des DG en prison, des hauts fonctionnaires en prison, au motif qu'on leur reproche leur gestion de fonds publics? On va pas, docteur Mamoudou, justement, avec cette dernière image, on parlait des mesures fortes. Est-ce qu'on peut quand même classer les actions de ce qu'on a baptisé l'opération Épervier, la mise en place du TCS parmi ces actions fortes? Oui, bien sûr, mais moi je pose le problème autrement. La lutte contre la corruption a commencé à Cameroun en 1998. Ce que je me demande, pourquoi depuis 1998 jusqu'à nos jours, le Cameroun est toujours pointé du doigt par rapport au problème de la corruption?
Et je pense qu'il ne suffit pas de verser dans les dénégations, dans les protestations par rapport aux méthodes de travail de Transparency International. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est, comme l'a dit Nana Payandouan, c'est d'évaluer, de comprendre pourquoi chaque année le Cameroun est mal classé. Le Cameroun se trouve parmi les 30, les 33 pays les plus corrompus du monde. Et ça, à mon sens, il ne suffit pas de démultiplier des organes gadgets de lutte contre la corruption qui sont sans chronimie. Le problème, c'est quoi? S'il faut mettre en place des organes chargés de lutte contre la corruption, il faudrait leur donner des pouvoirs assez étendus qu'ils puissent mener à bien cette lutte contre la corruption. Et moi, je me dis, la véritable solution, ou bien l'une des solutions pour lutter contre la corruption au Cameroun, c'est la volonté politique. Elle est là, mais elle est insuffisante. Il faudrait qu'on dote des organes chargés de la lutte contre la corruption des pouvoirs assez étendus et qu'on mette à leur disposition des moyens pouvant leur permettre d'assurer leur travail. Mais tant qu'on va verser, imaginez, l'impunité au Cameroun, le fait que l'article 66 de la Constitution, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas appliqué. Pourquoi? Pour quelle raison? Cela offre l'image. Quand on dit l'indice de perception, c'est la perception. Quand au niveau de l'État du Cameroun, on n'arrive pas à respecter une disposition constitutionnelle. Donc moi, je pense que l'une des solutions, c'est d'abord que le président de la République prononce le décret de la mise en application de l'article 66, mais qu'il faudrait également associer la société civile. La société civile a un rôle important au niveau de l'éducation, de la sensibilisation des masses par rapport à cette question de la corruption. Vous le savez, la corruption, sur l'angle politique, on dit que la corruption, c'est un échange économique. Perçu comme échange économique, c'est de l'extorsion. Perçu comme échange social, c'est le népotisme. Vous voyez, donc la corruption engendre la pauvreté. Très bien. La corruption engendre on va le prendre rapidement une image. Merci Collins du côté de la réalisation. On va prendre une image qui vient d'un poste de pesage du côté des DEA en guise d'image de la semaine, peut-être très rapidement, en quelques secondes. Voilà l'ambiance pratiquement tous les après-midi, 17h et tous les matins au niveau de poste de pesage, la station de pesage des DEA ou de Yassa. Les camions y passent des heures pour espérer être pesés et poursuivre le voyage. On a pu rencontrer ces camionneurs. Gaston, quel semble ne pas comprendre. Non, je comprends. Ça veut dire qu'il y a du trafic, ça veut dire que ça marche. Ça pourrait marcher mieux. Ça pourrait mieux marcher. Le poste de pesage est devenu un véritable boulot d'étranglement pour les transporteurs. Ils sont obligés pratiquement de passer la nuit là pour espérer traverser ce qu'on appelle le pont bascule. Et ce sont des longues files de véhicules qui engendrent normalement la perturbation du trafic. Et des grosses pertes de productivité voilà. pour les François entreprises. a pris l'avion pour arriver ici, mais il sait de quoi on parle. Oui, moi je crois que nous rejoignons ce que M. Nana a dit tout à l'heure. Il faut évaluer. Les postes de pesage, c'est de création d'institutions récentes dans notre pays. Ce poste des DEA est à l'image de certains autres sur les autres arts. Je crois qu'il faut évaluer, voir ce qu'il y a lieu de faire pour éviter ces engorgements qui créent des pertes pour les opérateurs économiques. Et cette évaluation s'étend aux actions de lutte contre la corruption. Moi, j'aime bien ça. Et l'image qu'il a prise s'agissant de l'ONEL est très révélatrice de ce que notre pays demeure en vaste chantier, y compris en matière de lutte contre la corruption. La CONA qui a été créée, je ne voudrais pas leur faire querelle. Je crois qu'elle n'a pas tous les moyens d'investigation qu'il faut. Parfois, l'on assiste à des contestations sur leur rapport. Parfois, on critique l'insuffisance des investigations, ainsi de suite. Les tribunaux eux-mêmes, on dit là, ne peuvent pas mettre tout le monde en prison. S'agissant de l'article 66 même, il ne s'agit pas, l'article 66 de la corruption, il ne s'agit pas d'un article répressif. Il s'agit tout simplement d'un article qui énonce la déclaration des biens. Et ce n'est pas. Oui, après, il ne s'agit pas là d'une incrimination à proprement dire ici. On déclare les biens. Donc, moi, je crois qu'en faisant une bonne évaluation, en mettant côte à côte les outils qui sont là, qui ne sont pas pour moi des gadgets, voir qu'est-ce qui leur manque. Est-ce qu'il s'agit des hommes? Certainement. Est-ce qu'il s'agit
des textes, on verra. Est-ce qu'il s'agit de passer à une étape supérieure? Mais en termes d'action forte, on en a eu. Monsieur Nana parlait tout à l'heure de la répression. La répression et de tous ceux qui sont en Qu'est-ce prison aujourd'hui. à moins de trancher carrément les gorges. Tu vois qu'il y a des actions fortes qui sont menées au Cameroun, mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il n'y a pas, c'est pas le tout répressif. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'action? Merci François. Oui. On va mettre fin justement à cette édition de Canal Presse. Messieurs, on vous dit merci d'avoir participé à ce programme. 90 minutes, hein, ça passe très vite. Prochain rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas, ce soir à 20h30, l'émission L'Arène avec Justin Pierre Essono qui reçoit le combattant Kisamba. Wungli Masaga sera donc l'invité de l'Arène ce soir à 20h30, suivi juste derrière de la tribune de l'histoire d'Anani Rabier Bindi. D'ici là, mesdames et messieurs, je vous dis merci de rester fidèles au programme de Canal 2 International.